Salut à tous. Salut. Comme disait Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, on a retrouvé notre bon vieux Walking Dead. Dieu me donnait la foi, brûle le fond de moi. Est-ce que cet épisode 10 ne serait pas finalement le meilleur de la saison 8 ? La panneau. Comme vous le savez, chaque semaine, on est sponsorisé par Molotov TV. C'est une nouvelle appli, d'ailleurs, vous pouvez la découvrir grâce au lien qu'on a mis dans la description et nous dire aussi ce que vous en pensez. Ouais, du coup, l'idée, c'est que chaque semaine, on va essayer de vous présenter une feature un peu cool de l'appli qui nous a beaucoup plu et qui nous fait dire que c'est une appli qui est vraiment pratique pour regarder la télé et Vraiment. notamment la chaîne la chaîne OCS où on regarde The Walking Dead. Alors, la première feature dont on voulait vous parler, c'est celle qui, moi, me saute aux yeux parce que c'est celle que je trouve la plus cool. C'est la possibilité de suivre un acteur ou un réal dans l'appli. En fait, par exemple, moi, je suis hyper fan de Dwayne Johnson, c'est plus un secret pour personne. Tu rentres Dwayne Johnson dans l'appli et à partir de là, tu peux voir dans quelle série, dans quel film, il est passé à la télé et c'est disponible en replay, ou alors il va passer prochainement à la télé. Et à partir de là, tu peux suivre tes acteurs préférés dans tes films préférés, donc c'est quand même bien pratique. Voilà, une fois que ça c'est dit, nous on vous laisse tester l'appli, il est temps pour nous de parler de The Walking Dead, tout de suite, le meilleur de l'after. Cet épisode 10 est vraiment déterminant pour la suite de The Walking Dead parce qu'il a été coécrit par Angela Kang, qui est justement la nouvelle showrunneuse qui va reprendre les rênes de la saison 9 de The Walking Dead. Ouais, du coup, on peut se dire, voilà, on a un avant-goût de ce qui va se passer dans le futur et on a Scott Gimple qui est un peu mis de côté, donc on va voir vraiment la sauce Walking Dead. Est-ce qu'elle va reprendre finalement ou est-ce qu'on est toujours un peu enlisé dans cette saison 8 qui a déçu beaucoup de personnes? Voilà, je crois que tu étais plutôt content de cet épisode. La réponse pour moi Et est hyper enthousiaste. un gros oui. Je me suis levé du bon pied ce matin et comme je disais, j'ai retrouvé la foi, vraiment, on a du Walking Dead comme on les aime. Oui, en fait, il y a vraiment une nouvelle forme scénaristique dans cet épisode. D'ailleurs, il a été écrit de manière assez spécifique puisqu'en fait, on fonctionne par chapitre en fonction des prénoms et des prénoms de persos importants qu'on va suivre comme ça. Ouais, ils ont essayé de faire un truc un peu arty, Ouais. clairement. C'est Un peu à la Pulp pulp, Fiction, ouais. exactement. Bon, c'est pas encore ça qu'est ça, mais on peut Bien quand tenté. même louer le côté prise d'initiative, essayer de renouveler un peu le genre. Et honnêtement, c'est quand même bien mieux écrit que certains des épisodes de cette saison 8. On a pour moi un des meilleurs épisodes de cette saison. Alors une réflexion générale d'abord avant de rentrer dans les 4 points qu'on peut un peu ressortir de cet épisode, c'est que c'est un épisode qui est centré sur l'échec. C'est un échec un peu général de tout le monde dans tous les domaines et tout le monde est un peu face à ses contradictions, ses erreurs. Et c'est ça qui est aussi intéressant au niveau du scénario et de la construction de cet épisode puisque tout le monde se rend compte et a un peu une prise de conscience, j'ai fait de la merde. C'est un beau constat. Non mais pas, je parle des personnages, hein, je parle pas des gens de la série. Hein. Le premier point qui ressort vraiment de cet épisode, c'est quand même les conséquences de la mort de Carl, qui était quand même le grand tournant de cette saison 8. On était vraiment triste qu'il soit mort, enfin en tout cas moi je m'en suis pas vraiment remise, je crois qu'on est pas mal d'ailleurs à ne pas s'en être remis. Mais donc du coup dans cet épisode on s'attache vraiment aux conséquences que ça a, sur Rick forcément, sur Michonne également qui est vraiment la mère éplorée, et puis en fait aussi sur Negan. Et en fait il y a toute une construction scénaristique autour de Rick et de Negan, justement de ce duel qui s'oppose depuis le début dans cette saison, et qui est assez intéressant. Vous pouvez s'y attendre, il y avait beaucoup de gens qui en avaient déjà parlé en commentaire de notre vidéo d'ailleurs. Carl, quand il a écrit ses lettres en partant, a aussi destiné une de ses lettres à Negan, qu'il avait cette vision générale d'un monde où les gens se sont réconciliés et on arrête de se faire la guerre bêtement. Et donc, on constate vraiment qu'il a écrit une lettre à Negan, une lettre à son père et à plein d'autres. Mais du coup, sa mort a une conséquence générale sur la manière dont va évoluer la série. Et c'est ça qui est très cool, et cet épisode en est le témoin. La série va complètement changer de dynamique, ou en tout cas la relation entre Rick et Negan. Rick est vraiment encore en deuil pour le moment, il n'est pas du tout sur le chemin de la rédemption. On voit vraiment que c'est la vengeance qui l'anime avant tout, notamment envers Negan. D'ailleurs, il y a une conversation entre les deux qui est un peu une conversation au sommet, parce qu'on les voit pas, on les voit pas souvent finalement en face à face. Et du coup, on se rend compte que malheureusement, le message de Carl, justement, de se rapprocher de ses ennemis et d'essayer de créer un monde plus fraternel et ensemble, pas du tout dans cette idée. Bah, c'est un peu c'est malheureusement le con de l'épisode, Rick. Ouais, d'un tu côté, l'aimes pas trop dans celui-là. on peut pas lui en vouloir parce qu'effectivement il y a le deuil de son fils, donc effectivement tu te mets dans une mécanique de vengeance, tu demandes des réparations. Mais il est toujours aveuglé dans son truc et c'est pour ça que ça me faisait peur, j'en parlais dans la vidéo trailer. Il est avec son Toki, il est ouais non je vais te tuer, c'est toi le prochain et tout. Le truc qu'on a vu 1000 fois dans 1000 épisodes et on en avait hyper marre. Le fait est que cet épisode opère un twist et un changement. D'une part un tout petit peu dans la tête de Rick puisque on sent que ça germe un peu quand même. Tu vois, il en parle à Michonne, il lui dit qu'est-ce qu'il a voulu dire Carl avant de mourir. Enfin on voit que Rick il est quand même à l'ouest, hein. Il est un peu, clairement. un peu con. D'autre part c'est Negan qui fait vraiment le twist et c'est là où je trouve que Jeffrey Dean Morgan est un super acteur
et ce moment-là est vraiment fort, où il apprend la mort de Carl. Pour la première fois, on voit vraiment Negan éprouver de l'empathie, ce qui était quand même assez rare jusqu'à présent. Et on voyait plutôt avec sa batte en train de casser la tronche de tout le monde. Donc là, c'est quand même un petit twist aussi dans cet épisode. Puis l'émotion qu'il a quand il apprend la mort de Carl, ouais, elle est hyper c'est assez touchant. Et on sent que, surtout que Rick lui dit, il t'a écrit une lettre, etc. Et juste avant, on le voit parler avec Simon et raconter un truc sur Carl, je sais pas quoi, et il dit, ouais, ce gosse, il en a quand même, il est fait pour ça et tout. Enfin, tu sens qu'il y a une petite admiration, on l'avait déjà senti. Mais là, la relation entre les deux personnages était forte et c'est dommage qu'elle s'arrête. Oui, d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, clairement, aujourd'hui, je préfère le personnage de Negan, malheureusement, à celui de Rick, que j'adore pourtant, mais le personnage de Negan, il est quand même beaucoup plus complexe, il est beaucoup plus fourni, beaucoup plus riche, notamment dans sa psychologie, et il y a une vraie évolution. Alors que Rick, mine de rien, on a l'impression qu'on reste toujours un petit peu sur les mêmes choses, il est toujours très têtu, très obstiné dans son désir de revanche. Donc bon, on a l'impression de pas avancer encore beaucoup, mais bon, là, on lui pardonne, son fils vient de mourir. Ça fait pas mal d'épisodes que Rick est sur le même registre d'acteurs, de machin, c'est un peu chiant, c'est un peu lancinant, etc. Et d'ailleurs, ce qui est ouf dans cet épisode, c'est que Negan, c'est un peu la voix du téléspectateur. Il dit une phrase que tout le monde pensait. À un moment, il dit « Carl, ce sera l'avenir de ce monde, etc. » C'est ce que les spectateurs pensaient avant que Carl meure. Et puis, cette dernière discussion dont tu parlais, quand il a Rick au téléphone et qu'il lui fait bien fermer sa gueule, il dit ce que tout le monde a envie de lui dire depuis des décennies. Mec, arrête d'être dans ton délire de vengeance, etc. C'est de ta faute si ton fils est mort, t'as failli en tant que chef et en tant que père. Donc l'épisode se finit sur un truc où toi, téléspectateur, tu te dis c'est vrai que Rick, c'est quand même une belle merde. Oui, finalement, on assiste vraiment à la défaite et à l'échec de Rick dans cet épisode, ce qui est quand même hyper marquant puisque Rick, c'est quand même le héros de cette série. Il y a un personnage aussi qui prend beaucoup d'ampleur dans cet épisode, c'est Jadis. Alors Jadis, on assiste un peu aussi, alors là, c'est même pas son échec, là, c'est vraiment sa chute, entre guillemets, mais c'est une chute en même temps qui marque aussi une forme de renaissance dans le personnage de Jadis, qu'on voit apparaître ici dans une robe blanche d'ailleurs, un truc un peu virginal, alors que d'habitude c'est la grosse badass sortie du Berghain de Berlin. Donc là, il y a vraiment un twist aussi dans ce personnage, un personnage qui est quand même brisé, puisqu'elle assiste clairement à la chute et au massacre des Garbage Kids. Ouais, et puis c'est enfin un personnage, c'est enfin un vrai personnage qui prend de l'épaisseur et qui a un intérêt, c'est la première fois. Elle devient elle aussi plus humaine. Elle quitte son jeu un peu mutique, on dirait Tom Hardy dans Mad Max parfois. Ce qui était assez stylé jusqu'à présent. Ça faisait partie aussi de son perso. Ça faisait longtemps qu'on le traînait quand même. Et dès que tu as une scène avec elle, du coup tu te dis par contre tu vas me répondre plus de 2 mots, ça va se passer comment? Et là vraiment elle se lance dans des énormes tirades parce qu'elle est au bout du rouleau. Et je trouve que son personnage, voilà, enfin il a de l'intérêt et ça va nous annoncer pas mal de trucs pour la suite. Je pense que ça peut devenir, parce que en fait, ce qui est paradoxal avec Jadis, c'est que les gens l'adorent, mais au final, elle nous offrait rien. Enfin, on n'avait pas d'indices sur son passé et tout. Et là, on a enfin des indices sur son passé. Oui, on sent que ça va devenir un personnage vraiment important dans la suite de cette saison. D'ailleurs, elle fait une métaphore assez marrante, j'ai trouvé assez intéressante. Elle avait un petit côté un peu Fido qui était assez intéressant, puisque c'est vrai que dans ces derniers épisodes, on avait perdu un petit peu l'intelligence l'intelligence des dialogues. Et là, elle nous explique qu'en fait, c'est vraiment une artiste au départ et qu'elle était venue justement dans cet univers qu'elle avait construit avec ses Garbage Kids comme un peu un nouveau monde à son image, à leur image, et du coup un univers qui vient de s'effondrer aujourd'hui dans cet épisode. Et puis ça permet de savoir qu'avant tout ça, c'était une artiste, une peintre, un sculpteur, ou enfin, elle avait une touche qu'on voit dans tous les épisodes, et ça faisait des petits comiques de répétition, mais on comprend pourquoi maintenant. Et puis un truc qui, moi, me semble intéressant, c'est que le personnage de Jadis, maintenant, est seul et a le droit d'en vouloir. C'est-à-dire à Negan, parce qu'à travers Simon, il est responsable quand même du massacre de tous ces Garbage Kids, mais aussi à Rick, puisqu'il a fait le choix de l'abandonner et de la laisser complètement au beau milieu des Walkers et donc condamner plus ou moins à la mort. Donc à partir de là, ça peut vraiment être un personnage électron libre qui va attaquer les deux côtés indépendamment ou même ensemble, et là on pense forcément à Alpha, qui dans les comics, attention spoiler, est quand même l'ennemi numéro 1 de Rick et de Negan par le fait qu'il a été emprisonné. L'autre personnage marquant de cet épisode, c'est sans aucun doute Simon. Simon qui éclate tout sur son passage, il a vraiment décidé de s'émanciper de Negan. Et là, clairement, il a pété un câble. Est-ce que Stephen Hogg, donc l'acteur de Simon, est pas vraiment le meilleur acteur de cette série? Parce que là, il tient la dragée haute à tout le monde. Dès qu'il est devant l'écran, il fait trop rire. Et en même temps, il fait hyper flipper quand il est... Ouais, il est flippant de dingue. La scène avec Jadis où il rigole et en même temps, il est hyper sadique. Il sort son gros bullshit. Qui est juste énorme. D'ailleurs. Qui te réveille tout de suite. Et puis surtout, scénaristiquement, j'en avais parlé aussi dans l'analyse du trailer,
c'est ultra cool de voir un mec qui a un charisme fort aussi et qui remet en cause l'autorité de Negan, ce qui n'était jamais arrivé jusque-là. Parce que c'est vrai que Negan, lui aussi, c'est pour ça que je dis que c'est un épisode basé sur l'échec, c'est que Negan, mine de rien, depuis quelques temps et surtout depuis qu'il a croisé la route de Rick, il a quelques échecs. Je dis pas qu'il est en train de perdre, mais il connaît certains échecs et sa manière de gérer les trucs font qu'on est en droit de contester certains de ses choix. Et là, Simon, il tape du poing sur la table et il dit voilà, je vais essayer de m'émanciper et de buter tout le monde. Il est très sanglant et c'est là encore une fois où Negan apparaît comme un personnage plus humain. Lui, il dit nous, c'est pas notre manière de faire, on sauve les gens, on est des saviors. Tous les personnages qui entourent Negan font en fait penser aux téléspectateurs que Negan est peut-être le mec le plus humain d'entre tous. L'intrigue peut-être la moins marquante de cet épisode, c'est celle autour d'Aaron et Enid qui sont du coup qui se sont retrouvés chez Oceanside et qui dans l'épisode d'avant, dans celui encore d'avant d'ailleurs, avaient fait une petite connerie puisque sans trop le vouloir, ils ont tué la chef d'Oceanside. Forcément, ils n'ont pas été très bien accueillis du coup. Ça c'est vraiment pour moi le point faible de cet épisode et parce que honnêtement on s'en fout. On s'en fout. Ouais, ça n'apporte rien. On comprend pas trop l'intérêt d'aller chercher filles d'Oceanside. Elles ont plus d'armes, elles ont pas envie de se battre de toute façon. Je vois pas un tel acharnement et puis ça finit en eau de boudin avec Enid qui retourne en fait ils se séparent et Enid retourne prévenir Maggie de ce qui s'est passé et Aaron dit ouais je vais rester, je vais les convaincre. Mais du coup Enid elle va arriver, elle va dire ouais on a fait une connerie. En fait j'ai trébuché, j'ai buté la chef. Du coup elles veulent pas nous suivre. Du coup qu'est-ce qu'on fait? J'ai laissé Aaron derrière. Enfin aucun intérêt. Évident. Moi, j'ai choisi Jadis. Je trouve que c'est un personnage dans cet épisode qui est assez tragique, qui donne une dimension tragique à la série, une dimension aussi un petit peu philosophique, notamment dans la mise en scène. Je trouve que c'est un des meilleurs moments justement dans cet univers de Garbage Kids, au milieu des déchets. Elle est seule justement sur une montagne comme ça de déchets. Je trouve que c'est une des meilleures scénographies pour le moment de cette saison. Et du coup, j'ai trouvé ce moment hyper marquant et on assiste un peu à sa déchéance et en même temps à une renaissance. Un autre personnage est en train de s'éveiller devant nous et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Moi, forcément, je pouvais que choisir Simon parce que c'était vraiment son épisode. Il régnait sur l'épisode. Son pétage de câble complet et sa remise en cause du pouvoir de Negan, je trouve ça hyper intéressant. Un peu de la même manière qu'on avait Rick Daryl qui était pas tout à fait d'accord, mais ça semble s'être un peu atténué. Là, je pense que pour le coup, il a commis l'irréparable et on sait que Negan, on ne peut pas le trahir, quoi. On peut pas. Donc ça va péter. Ça va aller en escalade et je pense que ça va vraiment porter un coup à la team Negan et en même temps être hyper intéressant pour le téléspectateur. Donc c'est que du bonus pour la série et donc Simon a très bien fait les choses cette semaine. La semaine dernière, j'ai eu vraiment une victoire éclatante avec le personnage de Carl. Donc cette semaine, dites-nous si vous êtes plutôt Team Simon ou Team Jadis. S'il vous plaît, je veux ma revanche. Je pense que tu peux me battre cette semaine. Cette semaine, on a deux grosses théories dont on voudrait discuter et la première, elle est vraiment immense parce que c'est un truc qui a fait beaucoup de bruit, notamment après les dernières secondes de l'épisode de la semaine dernière et nous on a attendu un peu parce qu'on était un peu à chaud donc on voulait vraiment prendre le temps de voir les enjeux de ce truc parce que c'est vrai que c'était un plan hyper chelou de voir Rick au pied d'un arbre en sang avec ces petits vitraux, on comprenait pas, il y avait un parallèle un peu avec la scène de mort de Carl dans l'église. Oui, c'est vrai qu'il ne reste plus que 3 personnages que l'on suit depuis le début de The Walking Dead. On a bien évidemment Rick, on a aussi Daryl et enfin Carol. Donc on peut se demander encore aujourd'hui justement. Des Atlanta Free d'ailleurs. Ouais, pas mal d'ailleurs. C'est les derniers d'Atlanta puisque le début de la c'est un peu Etubis Free en fait, mais version Walking Dead. Et du coup on peut se demander oui si Rick finalement on va pas assister à sa chute, à sa déchéance et si finalement les showrunners ne vont pas le tuer. Ouais parce que le fait est qu'en plus on a passé notre temps à le dire dans l'analyse, c'est un personnage qui est essoré, il est au bout du rouleau, enfin il n'y a plus l'intérêt qu'il y avait avant et l'animosité qu'on avait envers ses ennemis, lui on le soutenait contre vents et marées, là on est un peu en train de se dire putain Negan est en train de prendre le flambeau limite et du coup on se dit est-ce que ce serait pas le temps de tout faire valser et de créer vraiment un nouvel élan, d'autant que Rick quand il parle à son fils juste avant sur son lit de mort lui dit moi tout ce que j'ai fait depuis le début c'est pour toi et donc avec la mort de Carl est-ce que ça précipite pas la mort de Rick, c'est une grande question. L'autre alternative qu'il y a, ce serait que le sang sur son corps ne serait pas le sien. Mais celui de Negan qu'il a décidé d'épargner au dernier moment. Mais du coup, cette scène, elle fait un écho à Carl avec les vitraux, etc. parce qu'il aurait enfin suivi le conseil de Carl d'épargner Negan et d'entrer dans une nouvelle dynamique qui n'est pas de la loi du talion, de œil contre œil, non. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ça suffit quoi. Il y a aussi une grande interrogation au niveau du dépotoir où vivaient les Garbage Kids et où vivait Jadis, puisqu'on peut se demander pourquoi ils ont choisi ce lieu-là plutôt qu'un autre, c'est quand même pas le feu de vivre dans une déchetterie. Et puis il y a aussi cette histoire d'héliport et de panneaux solaires qui nous laisse aussi des grands points d'interrogation pour la suite. Ouais, moi c'est la grosse réflexion que je me suis fait en regardant cet épisode. Quand Simon a abordé cette question, pourquoi il
nous remet ça sur le tapis? Pourquoi c'est mis en avant? C'est trop gros, il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Un héliport, des panneaux solaires. On se souvient qu'on avait vu un hélicoptère. Alors ça, c'est encore un mystère. Le truc, il est passé comme une étoile filante. On ne sait pas, toujours pas raccroché à quoi que ce soit du scénario. Je pense que le fait que les Garbage Kids et Jadis, qui ne sont pas des débiles mentaux, se soient installés dans ce dépotoir, cache quelque chose. Et c'est quelque chose qui va permettre à Jadis de rebondir et de retrouver du poil de la bête et d'avoir une vraie importance dans cette fin de saison 8, ou en tout cas peut-être plus tard dans la saison 9. Semaine, j'ai mis 3,5 sur 5. J'ai trouvé que la construction scénaristique, notamment avec la nouvelle showrunneuse, était plutôt intéressante. Bon, pas encore très aboutie, puisqu'elle montre aussi qu'il y a quand même des faiblesses au niveau des intrigues qui sont difficiles à mêler. D'où, je pense, ce choix aussi de chapitrer à chaque fois avec des prénoms des personnages que l'on allait suivre. Mais en même temps, il y a quand même, je trouve, un vent nouveau, exactement. Il y a un souffle nouveau sur cette série. Ça fait du bien, parce qu'objectivement, elle s'est soufflée très clairement. Et donc, du coup, je pense qu'on en attend beaucoup. Le problème vraiment de cette série, depuis en tout cas la saison 8, je trouve, c'est qu'il y a énormément d'enjeux qui sont posés, très peu. Finalement, on y répond finalement très peu et surtout on n'a pas le temps de s'attacher aux personnages, les intrigues vont trop vite, on passe trop vite sur eux, les personnages ne sont pas assez complexes et du coup on a moins d'empathie envers eux. Donc ça reste encore pour moi une des grandes faiblesses de cette saison. On a moins peur pour eux quoi, enfin, on a moins peur aussi. Ouais. Avant on était beaucoup plus avec les personnages, dans leur, au plus près d'eux, là j'ai l'impression qu'on a tendance à s'en éloigner et c'est dommage, je suis d'accord avec toi. Moi j'ai mis 4,5 parce que genre j'ai adoré cet épisode, ça m'a vraiment redonné la confiance, j'ai hyper confiance en la nouvelle showrunneuse, je sens qu'elle a bien compris qu'il fallait vraiment changer les choses. Les choix scénaristiques ont été faits trop cool. Simon Negan, Jadis et tout. Enfin, il y a un vrai vent nouveau qui souffle, tu l'as dit. Et très bien. Les seuls bémols, Enid et Aaron, on s'en fout. Ouais, là, clairement. Et la réal qui est toujours quand même assez dure et calamiteux. C'est pas encore ça. Honnêtement, les côtés les gros zooms, les espèces de flashbacks. Moi, je me souviens de mes amis tombés au combat et tout. Ça, c'est... T'as un budget, t'as une série incroyable. Essaye de faire un truc un peu soigné. On va faire chaque chose en son temps. Là, déjà, ils sont en train de rectifier le tir au niveau du scénario. C'était un super épisode. On les encourage à faire encore mieux la semaine prochaine. Un épisode 10 en tout cas très prometteur pour la suite, notamment avec l'arrivée de cette nouvelle showrunneuse qui apporte vraiment un vent nouveau, notamment dans la construction scénaristique et dans la complexité des personnages qui se développent aussi devant nous. Et ça, c'est hyper intéressant. Ouais, on peut avoir hyper confiance pour la saison 9, c'est pour ça que j'ai le sourire ce matin. Elle a pris les choses en main et alléluia, dehors Scott Gimple, parfait. Espérons que ça continue pour l'épisode 11. On s'en parlera d'ailleurs dès demain dans l'analyse du trailer. Puis en attendant, je reviens juste très rapidement. On a mis les liens en description pour Molotov, n'hésitez pas à les cliquer et à vous faire une petite idée. Nous on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao. Salut.